Je vois que tu me dises, du coup, combien vaut le bitcoin en yens? Oh là là, impossible. Tu sais ce que c'est le VIX? Non. J'ai la peur. 24 x 26. Oh là là, j'ai dit que j'étais littéraire à la base. Est-ce que tu connais le nom du ministre de l'économie actuel? Le gouvernement de Macron est beaucoup trop volatile. Bienvenue dans The Finance Games. Bienvenue dans The Finance Games, 4e épisode. La moitié des écoles ont déjà été sélectionnées en faisant tomber leur adversaire. Mais qui des deux écoles aujourd'hui va se qualifier et tenter de gagner le cadeau d'une valeur de 10 000 €? Sans plus tarder, découvrons le jury qu'ils devront affronter. Je m'appelle Yann Leher, je suis diplômé de l'école polytechnique. Je connais pas toutes les écoles qui sont présentes, on parle notamment de Centrale Supélec. Moi personnellement j'ai jamais entendu parler et on en dit du bien mais bon je demande à voir. Je m'appelle Ziad Ayagoubi, je suis diplômé de l'EDEC. Ce que j'attends d'un étudiant, c'est qu'il soit curieux, discipliné, rigoureux, afin de nous convaincre qu'il est le meilleur candidat de cette compétition. Je m'appelle Thomas Boulmier, j'ai été diplômé de l'ESSEC. Qu'est-ce que je peux apporter maintenant à The Finance Game? Je croyais qu'on cherchait des PNL makers. Je suis là. Et maintenant que nous connaissons le niveau du jury, découvrons les écoles qui s'affronteront. Et pour ce duel, la première école sera Centrale Supélec. L'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. Quel sera son adversaire? IEP-X. Un institut reconnu pour son excellence académique. Guys, c'est quoi ça? Sciences Po X, tu dis? Il y avait plus de budget pour Sciences Po Paris? Deux écoles totalement différentes, mais une seule et même épreuve. Alors qui va remporter ce duel? C'est ce qu'on va découvrir sans plus attendre en accueillant notre premier candidat. Je m'appelle Clémence Marco, je suis venue représenter l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et j'ai été tout juste diplômée l'année dernière en décembre 2024. Je me suis préparée avec la plateforme Dérivative et pour les questions-réponses d'entretien avec Bridgeview. Vous pouvez me poser des questions de macroéconomie, de politique, finance et même certaines questions de code. Salut Clémence, comment tu vas? Ça va super bien et vous? Ça va très bien. Bon écoute, ton adversaire vient de passer et je t'avoue qu'il est hyper confiant et déterminé. Et en plus de ça, c'est un des favoris. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Ça me décourage pas du tout parce qu'on a à chaque fois nos points forts et nos points faibles sur lesquels on peut jouer et je compte bien faire jouer les liens aussi. Ok, une battante de ce que je vois. Bah écoute, ce que je te propose c'est d'y aller tout de suite. Si tu as une courage spot vol négative, ton spot diminue, ta vol augmente, tu as forcément un impact positif sur le prix du Warswap. Non, en fait, regarde. Ton skew, il est comme ça. Donc toi, tu dis, j'ai un Warswap, sur le spot S0, j'ai la même vol, mais je translate mon skew. Tu vois, t'as sticky delta et sticky strike. Ouais, ok. Donc toi, c'était en sticky strike. Ok, ouais. En sticky strike, je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord. Si tu mets en sticky delta, c'est pas vrai. Je suis d'accord, ok. Non mais là, du coup, non mais je suis d'accord. C'est vraiment le genre de truc geekland, quoi. Non mais là, ouais. Bonjour. Alors, avant de t'asseoir, Clémence, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de piocher un mot mystère que tu devras placer dans ta présentation. Ok, très bien. À chaque début d'entretien, le candidat doit piocher un mot mystère. Le but, glisser le mot discrètement lors de sa présentation. Si le candidat échoue, il se voit alors retirer un point. Difficile? Pas tant que ça quand t'es PNL maker. Le déroulé de l'entretien? Très simple. Une partie fit dans laquelle le jury questionne le candidat sur lui et son CV. Une partie macroéconomie qui vise à challenger le candidat sur ses connaissances, histoire de savoir s'il a déjà ouvert un journal. Et une partie technique pour déterminer si le candidat a l'étoffe d'un véritable PNL maker. Et après ça, eh bien le jury note chaque partie sur 5 et en fait une moyenne. Le mot moyenne, ça va pour vous? C'est ce qui nous permettra de déterminer la note finale. Et ensuite, je t'invite à le montrer à la caméra. Alors, sans plus tarder, on a hâte d'écouter ta présentation. Ok, donc bonjour à tous, merci pour cette opportunité. Si je devais me présenter, je dirais 3 mots: curiosité, pragmatisme et beaucoup de café pour réviser la finance de marché. Et c'est surtout la curiosité et le pragmatisme qui conduit à étudier à l'IEP d'Aix-en-Provence, donc l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, pour étudier les relations internationales, la géopolitique, comprendre un petit peu les grands mouvements sous-jacents au monde contemporain. Et lors de ces études, j'ai remarqué que la finance de marché répondait bien à ces enjeux parce qu'elle a la capacité en temps réel et parfois en l'espace de quelques secondes de refléter justement tous les enjeux, et donc les politiques, géopolitiques, économiques, comment ça affecte les marchés. Et en analysant certains actifs financiers, on peut comprendre
quel est l'état du monde actuel. Et je me forme en parallèle de manière assez autonome à la finance de marché, parce que j'ai oublié de le mentionner, avant Sciences Po, j'ai fait une prépa littéraire. Donc initialement, je suis une littéraire et ça m'a pris beaucoup de travail et beaucoup de temps pour essayer de reformater mon cerveau à la finance et aux mathématiques. Mais je continue à apprendre et à me former. Je pense que je suis qu'au début de mon apprentissage, qui durera toute ma vie finalement. Alors merci pour ta présentation. Moi j'aurais d'abord une première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir justement à participer à The Finance Games? Clairement l'opportunité de faire un entretien auprès de 3 pointures, non auprès de professionnels de la finance. C'est vrai que c'est rare d'avoir l'opportunité de se former à des questions techniques, même si on peut en trouver sur internet, mais on les fait chez soi devant son ordinateur. Il n'y a pas ce stress, cette capacité à ressortir les informations en temps réel et comme effectivement j'ai un CV assez atypique, je peine à obtenir des entretiens. Donc dès qu'on m'a proposé de faire un entretien auprès de vous, j'ai dit direct bah oui quoi. Même si je me rate, ce sera toujours une expérience et j'apprendrai forcément beaucoup de choses. Ok, très bien. Est-ce que Yann, tu veux commencer par lui poser peut-être une petite question sur son parcours? Oui, alors, moi j'ai énormément de questions. Alors déjà, je voulais te dire, Clémence, je suis très impressionné par ton CV. Merci. Je suis pas surpris que tu aies du mal à trouver des entretiens, enfin en France en tout cas, parce qu'on valorise pas des profils éclectiques comme le tien. Est-ce que tu as une idée de combien vaut le taux d'emprunt d'État français à 10 ans, par exemple? À 10 ans, il serait pas proche des entre 2 et 3%, 3%? Ouais, ça doit être un peu plus, mais... Oui, parce que c'est 10 ans, donc bah en tout cas... Et c'est supérieur en Europe, enfin en France ou aux États-Unis par exemple? Ah ouais, c'est supérieur aux États-Unis, ils sont à 4%, plus de 4% là-bas. Ok, très bien. Je voudrais que tu me dises, du coup, combien vaut le Bitcoin en yens? Oh là là, impossible. Il faudrait... Alors, en yens... en yens, alors je te précise, c'est la devise japonaise, je te parle pas de l'animal. Alors déjà, un bitcoin en ce moment, je crois que c'est à 98 000 €. Donc du coup, un bitcoin en ce moment, ça doit être à peut-être 100 000 $. Donc il faudrait pour ça que je sache combien vaut $1 en yens ou €1 en yens, ce que je ne sais absolument pas. Comment s'appelle le chancelier allemand en ce moment? Le chancelier allemand en ce moment? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire rapidement si tu penses que le réarmement de l'Allemagne est une bonne chose pour l'Europe et pour le monde d'une manière générale? Est-ce que tu as un avis sur la question? C'est une bonne chose si le réarmement allemand s'oriente vers une Europe de la défense. Ok, intéressant. J'ai une dernière question. Est-ce que tu connais le nom du ministre de l'économie actuel? Français. Français. C'est une honte, vraiment, c'est une honte. Mais là, il me vient pas, j'ai un trou. Dommage. Mais tu penses que tu le sais? Je pense que je le sais, mais... Qui a été le ministre de l'économie? Puisque là, on a un nouveau ministre de l'économie depuis le gouvernement Bayrou. Oui. Mais le ministre de l'économie qui a occupé ce poste... Le gouvernement de Macron est beaucoup trop volatile. C'est le même ministre de l'économie. Oui, c'est une honte absolue, mais il me vient plus... C'est Éric Lombard. Ah mais oui, bien sûr. L'actuel. Mais oui, bien sûr, je vois à quoi il ressemble, excusez-moi. J'ai une question qui a une sorte de teaser. Tu vois à quoi il ressemble? Oui. Est-ce que tu pourrais me faire une estimation de combien de cheveux il a? C'est une vraie question. Très peu. Combien? Je te demande un bidot faire. Alors, je dirais que... J'ai pas la réponse, mais je vais voir. En tout cas, je peux dire que ses cheveux, c'est exactement comme le Theta, quoi. Ça évolue négativement dans le temps. Tu sais ce que c'est l'inflation? C'est la hausse généralisée des prix. D'accord. C'est important dans le cadre de la politique monétaire? Bien sûr. Alors, le rôle des banques centrales, c'est justement de gérer la politique monétaire et donc, du coup, de gérer l'inflation. Donc la Banque centrale va gérer l'inflation, notamment au travers de ses taux directeurs, puisque les taux directeurs influencent directement la consommation, donc l'offre et la demande, donc l'inflation. Si l'inflation augmente, une banque centrale va augmenter ses taux directeurs, et quand elle sent que l'inflation va diminuer, elle va baisser ses taux directeurs pour pas risquer d'arriver sur une récession, parce que des taux trop hauts, une demande beaucoup trop contractée. C'est quoi la cible de l'inflation de la BCE? 2%. Comment tu te hedgerais de l'inflation? Comment tu te couvrirais, de l'inflation? J'achèterais une obligation avec des coupons indexés sur l'inflation. Ça marche. Ouais. C'est pas à ça que je m'attendais, mais ça marche. Ça marche. Et je vais te demander, dans un premier temps, de m'énumérer les paramètres qui peuvent impacter le prix d'une option. Alors les paramètres qui peuvent affecter le prix d'une option sont donc le prix du sous-jacent, la volatilité implicite, les taux d'intérêt, la maturité, donc le temps qui passe. Non, mais t'en manques deux. C'est un mot qui est dans ton CV. Et qui est en lien avec ton stage à la Société Générale.
Donc on te le donne, ça va être le taux repo. Ah, bah oui, le taux repo. Qui va venir impacter justement le prix de ton option. Tu m'as parlé de volatilité et de taux d'intérêt. J'aimerais bien dans un premier temps que tu me définisses, selon toi, ce qu'est la volatilité. Une définition très rapide, s'il te plaît. C'est l'ampleur des variations du prix. Donc c'est l'écart type, ou alors l'ampleur des variations des rendements, et c'est l'écart type en gros. D'accord, ok. Ensuite, tu m'as parlé de l'impact de la volatilité sur le prix d'une option. Est-ce que tu peux me justifier, déjà me donner l'impact, est-ce qu'il est positif ou négatif sur un call, et me justifier l'impact de cette sensibilité? Alors, si le call est à la monnaie, la volatilité est au max. La sensibilité à la volatilité est au max parce que quand le call est à la monnaie, c'est un peu le moment où tout Alors, je te demande pas de me donner le Vega, je te demande vraiment de me donner juste l'impact de la volatilité sur le prix d'un call. Est-ce que déjà c'est dépendant? Il augmente. D'accord. Positif. Peu importe qu'on soit à la monnaie, en dehors de la monnaie ou dans la monnaie? Je dirais peu importe, mais il peut être plus important selon la monnaie-S de l'option. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur la volatilité, est-ce que c'est la même chose pour un put et un call? L'impact de la vol est le même ou est-ce que c'est différent selon que ce soit un call ou un put? Je dirais que c'est le même. D'accord. Et pour les taux d'intérêt, quel est l'impact sur une option d'achat typiquement? Ça va augmenter le prix du call. Donc en fait, si tu achètes un call aujourd'hui sur une action, disons, je sais pas, sur l'action Apple, disons qu'elle vaut 100 € et historiquement, elle ne paye pas de dividende, l'action Apple. Bon, ce qui n'est pas vrai, maintenant elle paye un peu de dividende, mais on va dire qu'elle ne paye pas de dividende. Tu achètes ce call à la monnaie et le lendemain de ton achat, Apple annonce qu'il va payer un dividende de 10 $ par action dans les 6 mois qui viennent. Est-ce que tu es contente ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je suis long call, c'est ça? Tu es long call. Parce que le détachement du dividende va faire baisser le prix du sous-jacent. Donc si on est à la monnaie... Oui, donc si on est à la monnaie, on va passer out of the money. Ok. Parce que le strike va être... En tout cas, ça va faire baisser le Voilà, c'est ça. Donc, ok. Très bien. Alors je pense que Thomas, si tu veux aussi challenger notre chère Clémence sur quelques petites questions. Tu sais ce que c'est un VAR swap? Non. Désolée. Ok. Je pense que c'est un swap de variance, je dirais, de nom. Pas mal. Pas mal. Mais non, très honnêtement, je ne pourrais pas vous parler de ce projet. 24 x 26. Oh là là, j'ai dit que j'étais littéraire à la base. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème à 4 x 26? T'as une idée ou pas du tout? Avec une calculette, non? Oui, c'est très bien ça, avec Excel. Si tu devais pitcher, que ce soit un produit, une idée d'investissement, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, généralement, ce que je conseille de manière complètement humble à mes amis, c'est de parier sur le Nasdaq. Là, il a surperformé avec les valeurs de l'IA, en fait, qui font que augmenter, avec les Magnificent 7 qui font également que augmenter. Moi, j'ai déjà mis un petit pécule sur le Nasdaq. Au moins, je me dis que c'est un investissement sûr. C'est ce que je dirais. Un investissement sûr? Les valeurs technologiques, c'est... Parce que là, on parle de la tech US qui est quand même dans le milieu de l'equity, des assets qui sont très volatiles, connus pour leur volatilité. Volatiles, mais les valeurs qui sont à l'intérieur du Nasdaq, selon moi, d'un point de vue de la recherche technologique et de ce qu'elles produisent, à long terme, ne va pas s'effondrer. C'est quoi la plus grosse capitalisation boursière du Nasdaq? C'est Apple. Je sais pas. Non, c'est pas Apple. Mais Apple, c'est pas très une grand, petite. Mais combien ça vaut là? C'est quoi la capitalisation boursière d'Apple du coup? Je vais dire une grosse bêtise, ça va être terrible. Ça fera pas. C'est pour ça qu'on te pose la question. Oui, c'est très bien ça. Je sais pas, 1 milliard. Ok, c'est noté. À ce prix-là, on en achète tous. Ah ouais, c'est plus. Non, ouais, c'est beaucoup plus. Ok, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. En tout cas, merci Clémence de nous avoir accordé de ton temps. Merci. Merci à vous et bon courage à vous également. Merci. Merci Clémence. J'ai senti pas trop mal cet entretien. Après, je préfère pas trop me prononcer parce qu'il y avait beaucoup de mélange de techniques et de fit, donc on verra. Mais les dés sont jetés de toute manière. Je pense avoir fait bon usage de mon talent secret parce qu'on a quand même beaucoup jonglé entre macroéconomie, questions techniques, on a un peu parlé vaguement de programmation. Donc je pense qu'ils ont compris que j'étais un couteau suisse. Alors je m'attendais à un jury, à des sharks de la finance et je m'attendais à vivre de grands moments de solitude, mais finalement le jury a été super sympa, super patient, pédagogue et puis au final on a passé un assez bon moment qui est 30 minutes, ça passe super vite. Alors messieurs, pour cette délibération, honnêtement je l'ai trouvée également très forte. On voit qu'elle a une connaissance de l'actualité qui se reflète assez bien en connaissant pas mal les dynamiques macroéconomiques. Il y a beaucoup d'expérience en finance de marché dans son parcours sur différents assets classes.
Et malgré tout, on bute sur des questions assez basiques, sur des produits financiers qui sont assez simples à comprendre. Donc ça peut paraître technique pour certains de des spectateurs, là, mais c'est quand même des questions assez basiques quand on est dans le milieu. Donc moi, j'ai pas du tout été impressionné, pour pas dire déçu, par ses compétences techniques au vu de ses expériences. Après, il y a quelque chose qui est vraiment rédhibitoire aussi. Donc là, on n'est pas vraiment dans la technique, mais on est très en amont de la technique. Elle sait pas compter. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, après, sur un desk, c'est pas possible, en fait. Bah, je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas 100% d'accord. Moi, j'ai pris exactement la même méthodologie. Est-ce que c'est une candidate qu'on pourrait embaucher? Là où je suis d'accord avec Yann, c'est que pour moi, un poste très technique, ça serait compliqué. Après, sur d'autres postes, je pense qu'il y aurait un potentiel. En tout cas, elle est capable de parler d'actualité financière, de parler des produits. Ça, elle est très forte pour le faire. Donc, je pense qu'elle serait embauchable sur certains postes dans une salle de marché. On se retrouve donc pour la candidate Clémence avec une note de... Mec, on fait quoi ici là? J'ai super froid. Alors on fait la queue pour participer à TFG, gros. Ah ouais? Mais avec le monde qu'il y a là, on va pas avoir grand chose. Attends, faut que j'aille. Je reviens tout de suite. Garde ma place. Ok. Encore eux, ils ont toujours pas compris que les inscriptions pour TFG c'était terminé. Et puis au vu de la dégaine, ils auraient sûrement pas passé le screening. C'est quoi cette dégaine là? C'est l'outil de PNL Maker, mec. Ça t'a coûté combien? Je sais pas, 24,67 €. Ouah, c'est cher! Mais non, c'est le prix de la qualité. De toute façon, cette fois, je paye avec la carte Trade République. Tu as utilisé le Roundup? Le quoi? Le Roundup, c'est une option sur Trade République. En gros, ça arrondit à l'euro supérieur ton achat. Pourquoi je ferais ça? Bah, parce que la différence est directement réinvestie dans ton épargne, mais c'est incroyable! C'est pour ça que c'est Trade République les sponsors de l'émission. Et je fais comment pour en profiter? Bah écoute, toi t'en profites déjà, mais pour les curieux, il suffit juste de cliquer dans le lien en description. C'est solide, mec. Ouais, Momo, y a ton école qui va passer. On a hâte de voir ce qu'elle vaut. Bon, je te préviens, le son est pas fou, hein? Ils se sont complètement plantés. Mais bon, on va faire avec. Allez, c'est parti. Moi, je m'appelle Quentin. Je suis ici pour représenter Central Supélec. Donc, pour me préparer à The Finance Games, j'ai utilisé essentiellement la plateforme Derivative et BridgeU. Donc, aujourd'hui, je me sens prêt. Et même si je n'ai pas vu la liste des autres candidats à The Finance Games, j'ai peur de personne. Bien que j'ai jamais fait d'entretien en finance de marché, dans tous les oraux que j'ai eu jusqu'à présent, c'est toujours bien passé avec mes jurys. Et du coup, je pense que le fit sera un de mes points forts dans cette compétition. Salut Quentin, ça va? Ça va bien, toi? Comment tu te sens? Je me sens préparé, pas de pression, franchement, je me sens très bien. Ok. Bon, pour rappel, aujourd'hui, c'est Clémence que tu vas affronter de Sciences Po. Et apparemment, tu es le favori sur la liste. Donc, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou ça te met un peu la pression? Non, vraiment pas de pression. De toute façon, je me suis préparé avec les plateformes que tu m'as données, c'est très bien. Je me sens préparé, donc quel que soit l'adversaire aujourd'hui, je vais tout donner. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, bon bah écoute, je te laisse passer le sérieuse, d'aller directement dans la salle. Là, j'ai vraiment énormément bossé sur la modélisation de la dynamique de la nappe avec le spot. Donc vraiment les trucs de pivot, de sticky strike, sticky delta, t'as un alpha entre l'un et l'autre, parce qu'en fait c'est... Mais la vol elle est jamais bien prévue. Niveau étudiant, t'es quand même d'accord qu'ils ont appris que t'as une correct spot vol négative et que t'as juste Je sais pas ce qu'ils ont appris, je me demande quand je vois les candidats, je me demande ce qu'ils ont appris. Regarde. Ah, t'es méchant. Bonjour. 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 Je vais t'inviter à venir tirer le mot mystère que tu devras donc inclure dans ta présentation et à le montrer à la caméra. Donc sans plus tarder, je te laisse te présenter à nous. Très bien, enchanté. Du coup, moi c'est Quentin. Donc j'ai fait un bac scientifique, à l'issue duquel du coup je suis allé en classe préparatoire. Moi, je me suis pas très bien épanoui là-bas, donc c'est pour ça qu'à l'issue de cette année, je suis allé à la faculté. Donc j'ai fait une double licence mathématiques et informatique à Paris-Saclay. Je me suis beaucoup plus épanoui parce que, enfin, en résulte, du coup, mon intégration à Central Supélec. On a un éventail de choix immense à l'entrée en école d'ingénieur. Je me suis renseigné sur les voies après le diplôme et que je suis tombé sur la finance et en particulier sur la finance de marché. Donc j'ai décidé de candidater à Central Supélec Finance, auquel j'ai été pris. On a fait des meetings avec des banques. J'ai pu vraiment m'imprégner un peu, enfin découvrir le secteur de la finance de marché. Je n'ai jamais vraiment techniquement lancé dans l'apprentissage de la finance de marché. Et c'est vrai que donc, quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre The Finance Game, pour être franc, là j'étais à la plage, mais j'ai vu ça vraiment comme une super opportunité de faire mon premier pas en finance de marché. Et mon second pas, je l'espère, sera en stage de césure. Je suis venu, c'est pour apprendre, et maintenant si je suis devant vous, c'est pour gagner. Alors merci Quentin pour ta présentation.
présentation. Maintenant, on va te poser quelques petites questions sur ton CV qu'on a devant nous. Et je vais laisser Yann poser les premières questions. Alors, à l'instant, tu viens de nous expliquer que la classe préparatoire, t'avais pas complètement épanoui. Donc c'est quelque chose que j'avais noté dans ma question parce que j'avais vu que tu avais fait un parcours pas très linéaire ou pas très classique pour les gens qui font une école d'ingénieur, qui plus est une grande école. Donc je voulais savoir si tu n'avais pas épanoui dans la prépa. Et à quel moment tu t'étais arrêté ou découragé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, je serais pas capable de cibler vraiment ce qui m'a pas, la raison pour laquelle je me suis pas épanoui, mais je me sentais pas à l'aise au quotidien. Et donc on m'a conseillé et j'ai décidé de quitter la prépa à la fin de la première année pour rejoindre la faculté parce que je sentais que j'allais pas pouvoir avoir quelque chose à la hauteur de mon ambition. Tu nous as expliqué que pendant la prépa, on t'avait conseillé d'aller voir ailleurs, c'est ça? Oui. Toi, dans la vie, t'es plutôt suiveur ou leader? Je suis plutôt leader. Bah, si t'es leader, c'est toi qui prends tes propres décisions. Là, c'est toi qu'on t'a conseillé de faire quelque chose et t'as suivi plutôt. D'accord. Après, je veux dire, après, c'est pas parce qu'on est leader et qu'on a tendance à, je veux dire, donner l'inertie du groupe, je dirais, qu'on ne peut pas écouter des gens qui, à mon sens, avaient un conseil à viser. Je voulais savoir une première chose en fait, parce que donc on connaît bien encore une fois l'univers des prépas. Est-ce que tu trouves que central, de là où tu viens, est-ce que tu trouves que c'est le contenu, les cours, est-ce que tu trouves ça compliqué? Est-ce que tu penses que c'est un niveau qui est accessible voilà, sans faire de prépa? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un niveau un peu inférieur à tes autres camarades? Est-ce qu'ils t'ont bien reçu déjà? Est-ce que tu es un peu un paria dans la promo? Non, pas du tout. Non, très bien reçu. Maintenant, je veux dire, c'est vrai qu'en France, on voit, peut-être à juste titre, on voit beaucoup via le prisme de la classe préparatoire. Finalement, des formations à côté qui sont d'un très bon niveau et j'estime en tout cas que la formation que j'ai reçue à Paris-Saclay était d'un très bon niveau, en tout cas d'un suffisamment bon niveau pour suivre les cours à Centrale et pour même bien les réussir parce que j'estime avoir une bonne moyenne. T'as une autre question, Thomas? Ouais, j'ai une question. Donc là, je vais te faire une petite mise en situation, tu vois. Ouais. Donc félicitations. T'es structureur maintenant. D'accord. Tu touches ton premier bonus, on va dire 100 000 euros. D'accord. Tu fais quoi avec? 100 000 euros? En fait, je leur dis que si j'avais un montant X d'argent, j'investirais un tiers pour le plaisir, un tiers pour le travail. Bon, après, du coup, si on est salarié, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'investir. Mais tu fais quoi, du coup, là? Je comprends pas. Bah, je le réponds. Et un tiers pour l'investissement. C'est quoi l'investissement? Investir pour faire de la plus-value, pour faire travailler de l'argent, finalement. Donc, pour le travail, c'est vrai, finalement, qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir plus que ça. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est ce que je fais... C'est mes plaisirs, n'est-ce pas? Non, c'est une question ouverte. Hein. Alors, par exemple, un plaisir que tu aurais, donc 33 000 euros de plaisir. Qu'est-ce que tu fais avec 33 000 euros de plaisir? Soirée à Cassio. Si c'est que des plaisirs, je pense que je voyagerai. Je trouve, pour avoir commencé à voyager, que c'est vraiment quelque chose de formateur. Enfin, pas de formateur, mais d'enrichissant plutôt. Et aussi, on joue l'utile à l'agréable, parce qu'en général, c'est quand même agréable de voyager. Comment tu te décrirais, question assez classique, tes 3 plus grosses qualités? 3 plus grosses qualités, je dirais persévérant. D'accord. Comment on prépare du coup? Je veux dire, après... Un peu plus. Non, c'est une question de plus ou de moins. Une question, encore une fois, que trouver la limite entre la persévérance et la bêtise. Moi, je pensais que c'était plus judicieux. Et je pense que ça me donne raison aujourd'hui. Ouais, t'as fait un choix et derrière ça a payé ton choix. Donc bien joué à toi. Donc ok, persévérant et ensuite ambitieux. D'accord, donc persévérant, ambitieux et... Je pense que je ne sais pas vraiment le formuler, mais je dirais que j'ai le contact assez simple, enfin facile. Sociable. Sociable peut-être. Sociable, d'accord. Ouais, sociable. Ok, très intéressant. Bah écoute, Thomas, si tu veux lui poser une petite question sur l'actualité financière. Moi, c'est une question un peu ouverte. Est-ce que tu as une idée en ce moment, par exemple, avec tout ce que tu lis sur l'actualité financière, etc., une idée de trade ou d'investissement qui t'intéresse et que tu trouves intéressante? Je dirais trader sur des obligations aux États-Unis. Un recul de l'inflation. Et donc, en fait, on sait qu'il y a une corrélation entre l'inflation et les taux d'intérêt. On sait que le prix des obligations va avoir tendance à monter. Donc, en tout cas, être sur cette position. Quelle position sur les obligations? À prévoir à la hausse. Donc, acheter. Et sur quelle maturité à peu près? Quelle maturité Des obligations d'État ou corporate déjà? Des obligations d'État, je pense. Et sur quelle maturité? 1 an. D'accord. Et tu penses pas que c'est déjà pricé la baisse des taux sur le 6 mois 1 an? Il y a des gens qui anticipent sur le marché. Oui, c'est certain. Enfin là, s'il y a une baisse des taux à la prochaine réunion de la Fed, je pense que c'est déjà pricé, les obligations vont pas bouger. D'accord. Donc ouais. Okay. Je pense que t'arrives un peu tard.
D'accord. Et est-ce que tu serais capable de nous donner les dernières politiques monétaires implémentées, disons, par la BCE? Oui, d'accord. Donc en fait, la BCE elle cherche à avoir des taux d'inflation autour de 2%. D'accord. Donc je crois qu'actuellement elle a remis les taux directeurs à 2%. C'est qui elle? BCE. C'est qui la patronne ou le patron de la BCE? J'en ai aucune idée. Et aux États-Unis, de la Fed? D'accord. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Je peux pas vous dire. Il s'est rien passé. C'est l'année la plus boring ever sur les marchés. C'est l'année où le VIX, il a passé 25% de l'année en dessous de 10. Yeah. Tu sais ce que c'est le VIX? Non. Un peur. D'accord. C'est l'indice qui mesure la volatilité sur les marchés. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est une option d'achat? Donc une option d'achat, ça se dit dans le jargon call. En fait, une option, c'est un produit dérivé. C'est-à-dire que c'est un produit dont le prix est basé sur le cours d'un autre produit financier qu'on appelle sous-jacent. Donc la particularité de l'option, si j'achète une option, j'achète la possibilité, moyennant un prix qu'on appelle le premium, d'acheter en fait mon sous-jacent à un certain prix fixé au début du contrat, à une certaine maturité également, fixée au début du contrat. Donc la possibilité et pas l'obligation. Très bien. Ouais, je vais te poser une question sur... oui, si tu achètes un call à la monnaie, que tu vends un put à la monnaie, c'est quoi ta sensibilité à la volatilité? J'achète, donc je suis long call et short put. Le même strike? Ouais, bah, c'est 0. D'accord. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, un achat de call et une vente de put, de strike égale au spot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux et pas de dividende? Ça s'appelle... J'achète en même temps? Ouais. Tu achètes un call, tu vends un put. Tu sais, toi? Attendez. Ouais, c'est pas grave. J'ai une question plus simple. Une action qui bouge de 1% par jour, c'est quoi sa volatilité annualisée? La volatilité annualisée d'une action qui augmente de 1%. Tous les jours. Bouge de 1% par jour. L'action qui bouge de 1%? Ouais. En fait, faut pas oublier que la sensibilité, c'est quelque chose... c'est une écart type, en fait. Et une écart type, ça mesure l'aléatoire. En fait, là, si mon action, elle bouge de 1% par jour, il n'y a pas d'aléa. Donc, une manière intuitive de voir ça, c'est qu'il n'y a pas de volatilité. Je suis certain que mon action va faire plus 1% chaque jour. Après, si on veut être un peu plus rigoureux, voir ça d'une manière plus mathématique, il suffit de calculer la volatilité historique et la variance empirique des rendements logarithmiques. Non. Est-ce que tu penses que d'avoir justement sur une période de temps définie ta vol réalisée qui est supérieure à ta vol implicite, est-ce que tu penses que c'est toujours suffisant pour avoir un PNL positif? Déjà, j'ai 3 axes de réponse. La première, c'est déjà que la formule du PNL qui nous tendrait à penser ça, qui nous tend à penser qu'on serait positif à la fin, elle réside comme d'une approximation mathématique, donc ça peut être un problème. Et de manière un peu peut-être le plus concrète, c'est qu'on ne prend pas en compte le prix le premium et on ne prend pas en compte les frais de transaction. Donc ça, c'est dans la formule du PNL, donc on peut avoir un PNL positif daily. Et à la fin de l'année, si ce qu'on a gagné, c'est pas suffisant pour compenser l'entrée avec le premium et les transactions, on peut faire de l'argent. Ok, bon bah merci Quentin. Je sais pas si... Je voulais poser une dernière question qui n'est pas une question de finance, qui est plus sur la curiosité générale. Je voulais savoir, tu as rejoint Centrale Supélec. Oui. Tu sais ce que ça veut dire Supélec? C'était l'école supérieure d'électricité. Oui. Oui, ça, okay. je sais. Donc, non, je m'attendais à ce que tu connaisses un peu l'électricité. Je voulais te poser une question sur l'électricité. À laquelle tu peux avoir une réponse, même sans avoir intégré Centrale Supélec. Est-ce que tu sais pourquoi, dans nos prises de courant, c'est du courant alternatif et pas du courant continu? C'est un enjeu? Non. D'accord. Débat. Non. Merci Quentin pour ton entretien avec nous. Écoutez, merci beaucoup. Merci Quentin. Merci Quentin. Merci à toi. Moi, c'est mon premier entretien en finance de marché. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il y avait une partie macroéconomique que je maîtrisais moins. Enfin, je veux dire, j'ai pas de regrets. Il n'y avait pas de questions auxquelles je savais répondre et que j'ai pas répondu. Et les questions auxquelles j'ai pas répondu, je sais vraiment pas y répondre, donc sans regret. Vraiment, il y avait des connaissances que je maîtrisais pas en économie et j'avais un peu du mal à faire les liens. Donc c'était vraiment là où j'étais le plus en difficulté. Concernant le jury, je connaissais un peu Ziad d'avant, mais j'avais pas de doute qu'ils soient très bienveillants et d'ailleurs ils l'ont été. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Moi c'était mon premier entretien en finance de marché. Il y a toujours un peu cette aura autour de la finance de marché, autour du jury, des gens qui sont pas forcément humains. En tout cas,
Bonne expérience. Très bien, alors je vous propose maintenant de passer à l'appréciation globale de la prestation de Quentin. Personnellement, j'ai trouvé que cette prestation, elle était moyenne, elle était acceptable. C'est pas une prestation qui m'a déçu ou qui m'a marqué. Je suis quand même globalement assez déçu. On parle de la deuxième plus grande école d'ingénieurs de France, si je ne me trompe pas. Voilà, je m'attends quand même à la crème de la crème. Ouais, moi je suis assez d'accord et j'ai eu plus ou moins le même raisonnement en fait. Je me suis dit, la moyenne c'est que il pourrait potentiellement intégrer une équipe de sales, de structuration ou de trading. Pour moi, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il soit prêt pour intégrer l'une de ces équipes. Messieurs, vous êtes d'accord pour sortir le marqueur et mettre la note de... Ils ont affronté toutes les questions du jury. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais avant d'avoir le verdict final, il nous reste une dernière étape. Un membre du jury pose une question à nos deux candidats. Monsieur et Madame Fu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Même si je suis en mesure d'y répondre en moins de 20 secondes, on va quand même leur laisser 5 minutes pour y réfléchir. Par contre, ce sera un seul essai. Et si l'un des deux trouve la bonne réponse, alors il a le droit d'utiliser le joker, à ses risques et périls. Fusillade. Non, je regarde. Bon, assez parlé, c'est quoi le brain teaser? Alors, tu as une balle rebondissante que tu laisses tomber de 100 mètres de haut. À chaque fois que la balle rebondit, elle remonte de la moitié de sa hauteur initiale. Quelle est la distance totale que la balle aura parcourue une fois qu'elle se sera arrêtée? Je dirais 300 mètres. En fait, j'ai calculé la suite géométrique 1 sur des 1 demi. Donc ça va faire 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, jusqu'à l'infini. Sachant que du coup, j'ai calculé ça. Ça fait 2. Je rajoute la première descente, ça me fait 3. Et après, j'ai juste fait x 100, parce que ça descend de 100 mètres et pas de 1 mètre. Et finalement, j'ai trouvé 300 mètres. Ok, très bien, c'est la bonne réponse. Félicitations à toi. Du coup, tu as le droit de choisir une enveloppe. Je prends celle-ci, le best-of. Le best-of, c'est un bonus que tu pourras utiliser au deuxième tour. Et le principe est très simple. On prendra la meilleure note entre celle que tu découvriras et celle que tu auras au second tour. Tu l'auras compris, c'est un sacré avantage, mon grand. Mais bon, encore faut-il se qualifier. Il est temps de connaître vos notes. 6,5 sur 10. Pour quelqu'un qui connaît pas ses identités remarquables, on peut dire que c'est remarquable, ouais. Sacré hold-up. Ouais, Momo, je t'ai toujours dit d'enlever central de ton CV. Mais oui, mais seulement que t'étais admissible à l'X, hein. Ça arrive à tout le monde de foirer ses oraux. Eh bien, félicitations et bravo à toi Clémence, c'est mérité. Comment tu te sens après cette victoire? Très bien, je suis pas du tout étonnée de ma note. Je m'attendais à peu près ça et je suis même agréablement surprise. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est peut-être ma personnalité et le fait que j'essaie toujours de comprendre et d'interagir avec le jury pour m'améliorer et repartir à des connaissances, et je sais que généralement ça plaît. Bravo à toi Quentin d'avoir joué le jeu. Comment tu te sens? Je suis un peu déçu de ma note. Après, toutefois, c'est pas totalement sorti de nulle part. C'est vrai que j'ai eu un peu de difficulté sur certaines questions. Pardon. Pour moi, c'était une très belle expérience. D'une part, ça m'a permis de faire mes premiers pas en finance de marché et puis aussi d'être passé avec le jury qui était très bienveillant. Ça m'a fait une bonne première expérience, donc je regrette rien. Nous remercions notre sponsor Trade Republic qui offre aux candidats éliminés la somme de 500 € pour l'ouverture de son compte. Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de l'offre exclusive de notre sponsor, cliquez sur le lien en description. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir quelles seront les prochaines écoles en demi-finale. Alors, je ne sais pas si ma perf était digne d'une PNL Maker parce que j'ai pas trop réussi les questions d'arbitrage. Je pense que je suis encore un peu trop averse au risque, mais peut-être que je vais avoir le goût du profit qui va venir bientôt. Si je devais refaire l'entretien, je ne changerais rien.